Vladimir Poutine donc ira-t-il à Istanbul jeudi? Vous le savez, il y a des négociations directes entre les Ukrainiens et les Russes qui se préparent. Volodymyr Zelensky a d'ores et déjà dit qu'il serait en Turquie et qu'il attendait de pied ferme le président russe. Le président russe qui a pris la parole sur un tout autre sujet cet après-midi. A-t-il évoqué ou pas cette réunion? Oui, à sa façon. Je voudrais attirer votre attention sur le point suivant. Si les autorités de Kiev se livrent à une mobilisation forcée, avec des hommes pris comme des chiens dans les rues, en Russie, nos hommes y vont volontairement, de leur propre chef. Nous avons entre 50 000 et 60 000 volontaires par mois. Voilà, pas un mot des négociations, pas un mot sur Istanbul. Il parle de sa guerre et de la façon dont les Ukrainiens mènent la leur. Tout est dit, non, Magali ? Ça montre une détermination totale à poursuivre cette guerre. Et les chiffres qu'il annonce sont quand même en hausse par rapport à ce qu'on voyait au début du conflit. Il y a un effort qui est considérable au niveau de la mobilisation en Russie. Alors il dit qu'ils viennent volontairement pour se battre pour la patrie. Ils sont surtout attirés par les primes que verse l'État russe, qui sont astronomiques par rapport au salaire moyen de la Russie. Et puis toujours cette façon de dénigrer en face ce que fait Zelensky, avec soi-disant une mobilisation forcée. On pourrait aussi dire que, en effet, ces images, on les a vues en Ukraine, de jeunes qui sont arrêtés par les forces de l'ordre et envoyés, qui sont mobilisés. Mais enfin, en Russie, on les voit aussi ces images. Mais c'est une façon, quand même, de répondre avec le lexique de la guerre à une proposition de négociation. Ça montre quand même une volonté extrêmement forte de continuer cette guerre. Et c'est pas de bon augure, évidemment, pour les prétendues négociations de jeudi à Istanbul. Général, vous l'analysez comme nous, c'est une façon de dire qu'il n'ira pas? Alors, je n'irai pas jusqu'à là, je dis simplement que de part et d'autre, on a des paroles très dures en disant en gros qu'on ne va pas négocier comme ça, pas à n'importe quelle condition. Il fait que répéter au fait de réagir aussi aux autres propos, de part et d'autre. De toute façon, de part et d'autre, passant, aucun des deux n'a envie de faire la paix. C'est très clair. D'un côté, on veut récupérer des territoires et de l'autre côté, on en veut plus. Bon, à la date d'aujourd'hui, on a toujours la même question. Quels sont les leviers pour les contraindre à négocier? Et pour l'instant, ni l'un ni l'autre n'ont vraiment intérêt à négocier. Parce que l'un et l'autre pensent d'ailleurs qu'ils vont s'en sortir. D'un côté, quand même, la Russie est convaincue qu'elle va gagner. Et je ne sais pas jusqu'à où elle veut aller, jusqu'au Dniepr ou pas. On a quand même quelques difficultés à le croire. De l'autre côté, l'Ukraine, c'est toujours, on va récupérer, y compris la Crimée. À la date d'aujourd'hui, les objectifs stratégiques évoqués au niveau politique ne reflètent pas une volonté de négocier. En revanche, qu'il y a un besoin de négocier objectif du côté notamment ukrainien, oui, sans aucun doute, parce que pour l'instant la pression russe est toujours en mesure de s'appuyer, de se faire. Alors maintenant, je dirais toujours la même chose. Quelles sont les vraies, quelle est la vérité sur les capacités russes de poursuivre le conflit? Parce qu'en 2025, il y a déjà 2 ans, on l'a bien dit qu'en 2025, économiquement, ça serait très difficile, et on vient d'évoquer les primes pour 50 000 soldats par mois, si j'ai bien entendu, c'est ça, c'est énorme. En termes financiers, est-ce que la Russie va être capable finalement de financer cela? Est-ce qu'elle trouve toujours cette ressource en hommes? J'ai quelques doutes à croire Vladimir Poutine quand il dit qu'il a 50 000 soldats par mois. J'ai du mal à le croire. Voilà, donc on est un peu dans les mensonges, le mensonge de la guerre qu'il y a dans toute guerre. Et pour l'instant, je ne vois effectivement aucune sortie. Et je reviens à la question que vous avez posée tout à l'heure. Il y a une opportunité petite qui serait déjà que l'un et l'autre acceptent d'envoyer une délégation pour voir si à un moment donné, on peut trouver quelques points d'accord pour le futur. Ouais. Mais on est dans des négociations de long terme, et la question du cessez-le-feu est réglée maintenant. Il n'y en aura pas, de toute façon. De toute façon, que ce soit pour un côté ou de l'autre, un cessez-le-feu, c'est pour se remettre en condition, relever les troupes, remettre des munitions, quel que soit le camp. Donc, c'est pas comme ça. Il faudrait un cessez-le-feu définitif. Et là, les Russes n'en veulent pas. Les Ukrainiens en auraient peut-être bien besoin, mais il faudrait encore qu'il y ait une amorce de négociation. Et là, peut-être qu'un cessez-le-feu plus long, ou au moins 30 jours, pourrait être négocié. C'est-à-dire que si on commence à négocier, ça veut dire qu'on veut la paix. Là, pour l'instant, on ne veut pas la paix. Regardez, Volodymyr Zelensky, à l'instant, déclare que Vladimir Poutine ne veut pas la paix. Alors malheureusement, j'ai plus les dépêches devant les yeux. Il rencontrera le président turc. Il rencontrera le président turc Recep Tayyip Erdogan. Il confirme sa présence jeudi à Istanbul. Je peux différer tout à fait. de votre prise de position. Je pense qu'on ne peut pas renvoyer Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky dos à dos. Il y en a un qui est un agresseur.
c'est celui qui a déclenché la guerre. Et donc dire que Volodymyr Zelensky ne veut pas la paix, ça me semble quand même très compliqué. Je vais essayer d'aller au bout, général. C'est que on ne peut pas dire qu'il ne veut pas la paix et qu'il veut récupérer des territoires qui ont déjà été pris. Oui, enfin, ils ont été annexés en violation de tout le droit international, l'annexion de la Crimée en 2014, la guerre d'agression en 2022. Donc, moi, je pense que Volodymyr Zelensky veut la paix, mais il ne veut pas une capitulation. C'est peut-être sur les termes que les choses ne sont pas tout à fait les mêmes. Je pense que Vladimir Poutine, lui, ne veut pas la paix tant qu'il n'a pas, lui, une capitulation et une reddition de l'Ukraine. C'est en ça que je diffère. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je suis entièrement d'accord avec vous sur les 2 points que vous venez d'aborder. Bon, ça, c'est formidable. Et Volodymyr Zelensky, regardez, je le disais tout à l'heure, les Ukrainiens qui ne lâchent rien et qui disent « Je ferai tout pour tenter de rencontrer Vladimir Poutine jeudi à Istanbul ». Même si une partie des Européens se montre sceptique, vous en avez parlé tout à l'heure, la chef de la diplomatie européenne le dit, elle ne pense pas que Vladimir Poutine ira en Turquie jeudi. Je pense que Zelensky a bien fait de dire d'accord. Je suis prêt à rencontrer Poutine. Laissons-le venir. Je pense que c'est une bonne décision s'il s'assoit autour d'une table. Je pense que cela devrait se passer entre Zelensky et Poutine, mais je ne pense pas que Poutine osera, je suppose. Voilà, donc est-ce que vous êtes sceptique vous aussi, sachant qu'on a aussi des informations de Gulagoun.net. Alors c'est un site d'information d'opposition russe et qui cite des sources russes. Apparemment, il n'y a aucun déplacement de prévu au Kremlin jeudi. Au contraire, Vladimir Poutine a pas mal de réunions à son agenda, toujours au Kremlin ce même jour. Et visiblement, la flotte aérienne présidentielle est en train de préparer le vol vers Istanbul. Et qui serait dans l'avion ? Eh bien, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, et Yuri Uchakov, le conseiller du Kremlin pour la politique étrangère. Donc, ce sont ces 2 hommes qui, visiblement, sont attendus à Istanbul le jeudi. Ce qui veut dire que le dialogue de sourds continue, c'est-à-dire Zelensky dit « moi je veux bien voir Poutine » et le Kremlin répond « j'envoie mon ministre des Affaires étrangères ». Il y a une autre raison qui rend cette rencontre Poutine-Zelensky extrêmement improbable, c'est que Poutine n'accepte pas la légitimité de Volodymyr Zelensky comme chef de l'État ukrainien. Or, les chefs d'État se parlent entre eux. Et là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Et naturellement, on ne peut pas imaginer, enfin en tout cas moi je n'y crois pas une seconde, que Zelensky puisse discuter exclusivement avec Lavrov. Alors en revanche, on peut imaginer si vraiment Trump veut faire un coup d'éclat, qu'il rencontre séparément à Istanbul, si jamais Poutine y allait, Poutine d'un côté et Zelensky de l'autre, faire une sorte de go-between pour apparaître comme le faiseur de paix, en sachant que dans ces conditions, les chances d'aboutir à une solution sont quand même très minces. Je voudrais ajouter quand même que tout ça se déroule sur fond de cessez-le-feu demandé par les Européens. Les 30 jours de trêve qui ont été actés, en tout cas dans la demande par les Européens ces derniers jours, qui devaient commencer hier à minuit et qui évidemment n'a pas eu lieu. Donc cette trêve, elle était, du point de vue de Poutine, discutable sur le moment à Istanbul. Donc dans les pires conditions, évidemment, pour les Ukrainiens. C'est aussi pour ça que c'est extrêmement mal parti, cette affaire. Exactement. On va parler de Donald Trump dans un instant parce qu'on a une image à vous montrer, une image du jour. Magali, d'abord, une réaction sur la délégation russe qui, visiblement, est en train de se préparer. Non, mais on sent que c'est ce qui, en effet, c'est ce qui se dessine. C'est-à-dire un Vladimir Poutine qui bouderait, évidemment, la convocation que lui a donnée Zelensky, mais qui enverrait une délégation, puisqu'encore une fois, c'est lui-même qui a proposé ces négociations directes. Et vous savez que ce que réclament les Russes, c'est d'abord des négociations sur ce qu'ils appellent les causes profondes de la guerre et ensuite, éventuellement, un cessez-le-feu. Alors que les Européens, les Américains, les Ukrainiens réclament l'inverse. D'abord, on cesse les combats et ensuite, on discute. Juste pour ajouter, à Istanbul, il y aura quand même beaucoup de monde parce que s'il y a Lavrov et le conseiller de Poutine, il y aura aussi des Américains. Parce que nous avons Marco Rubio, secrétaire d'État américain, qui est en Turquie parce qu'il y a une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à la fin de la semaine. Et là, et à l'instant, on nous annonce aussi la venue de Witkoff, donc l'émissaire de Donald Trump, qui a rencontré à 4 reprises déjà depuis l'investiture Vladimir Poutine, et également du général Kellogg à Istanbul aussi. Donc, même s'il n'y a pas Vladimir Poutine, il y aurait quand même un début de négociation. C'est là où on rejoint votre expression de petits pas. Il y a quand même une volonté de discuter qui
peut être un petit peu vu comme encourageant. Donc il se passera forcément quelque chose cette semaine. Et c'est peut-être effectivement un premier pas vers on ne sait pas.